Mesdames, Messieurs, derrière les colonnes des journaux se cache parfois une histoire plus sombre que toutes celles qu'ils relatent. Florence Aubenas, figure respectée du grand reportage français, a traversé des zones de guerre, a plongé dans la misère des invisibles et a prêté sa plume aux sans-voix. Mais en 2005, c'est elle qui est devenue l'objet d'un récit effroyable. Enlevée à Bagdad, retenue 157 jours par des ravisseurs dont elle ne parlera jamais, elle est revenue en France entourée de silence. Ce mutisme, plus puissant que n'importe quelle déclaration, a alimenté fantasmes, soupçons et douleurs indicibles. Derrière l'intégrité admirée, il existe une femme blessée qui refuse d'accorder son pardon à ceux qui ont tenté de l'effacer. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons explorer ce paradoxe fascinant. Une vie publique forgée dans le courage et une blessure privée que rien n'a jamais apaisée. Florence Aubenas est née le 6 février 1961 à Bruxelles, en Belgique, mais elle a grandi dans une atmosphère profondément française, entre Paris et divers séjours à l'étranger dus à la carrière diplomatique de son père. Sa mère, professeure, lui transmet le goût des mots, de la connaissance et de la rigueur. Dès l'enfance, Florence se nourrit d'un environnement intellectuel exigeant, mais sans ostentation, qui forgera chez elle un sens aigu de l'engagement et une curiosité sans frontières. Elle intègre Sciences Po Paris, un passage qui ancre définitivement son destin de journaliste. Ses premiers pas dans le métier se font à Libération dans les années 1980. Elle se distingue rapidement par un style singulier, narratif, incarné, refusant la sécheresse des dépêches pour donner chair aux existences anonymes. Ses enquêtes la mettent ensuite au Nouvel Observateur, au Journal du Dimanche, puis au Monde, où elle devient une voix respectée du grand reportage. Contrairement à d'autres journalistes, cherchant la lumière des plateaux télévisés, elle fuit la mise en avant personnelle. Ses rares apparitions publiques sont sobres, sans concession à l'image. Elle veut que les faits parlent, non la figure du reporter. Au fil des années, Florence s'impose comme une journaliste de terrain incontournable. Elle couvre le Rwanda meurtri par le génocide, le Kosovo ravagé par les bombardements, l'Algérie déchirée par la guerre civile, puis l'Irak où le danger est permanent. Chaque fois, elle s'approche au plus près des victimes, des déplacés, des oubliés, en ramenant des récits où l'humanité transparaît au milieu du chaos. Ce qui fascine dans son travail, c'est la capacité à raconter la guerre sans jamais céder à la fascination morbide, mais en révélant la vie fragile, digne, des êtres ordinaires. Florence Aubenas ne se limite pas au conflit. Elle suit de grands procès en France, notamment celui d'Outroux, où son écriture sensible dénonce les aberrations judiciaires et les dégâts infligés aux vies ordinaires par des erreurs institutionnelles. Elle s'intéresse aussi aux affaires sociales, comme l'affaire Tarnac, toujours avec ce mélange d'acuité critique et d'humanité. En 2010, elle surprend en publiant Le Quai d'Ouistreham, récit de son immersion comme femme de ménage en Normandie. Elle y décrit la précarité vécue par des milliers de travailleurs invisibles. Le livre connaît un immense succès et devient une référence du journalisme social, adapté au cinéma par Emmanuel Carrère. Son parcours professionnel est marqué par une constance. Refuser l'autopromotion et le spectaculaire. Elle ne se met jamais en avant, ne participe pas aux talk-shows médiatiques, ne cherche pas à devenir une célébrité. Pourtant, son nom s'impose avec force, comme synonyme d'intégrité. Dans un milieu où l'ego occupe souvent la première place, elle choisit le retrait, la discrétion et la dignité. Ses confrères la respectent profondément, certains la qualifiant de « modèle d'intégrité », comparant son style à celui d'Albert Londres ou de Wisłana Aleksievich. Dans sa vie privée, Florence cultive le mystère. Aucune information n'a jamais été confirmée sur une union, un conjoint ou des enfants. Elle vit dans une forme de retrait protecteur, gardant sa sphère intime à l'écart de toute curiosité médiatique. Ce silence n'est pas une coquetterie, mais une nécessité vitale, cohérente avec son refus des projecteurs. Ce qui frappe, chers téléspectateurs, c'est l'équilibre rare qu'elle incarne. Une femme de terrain, affrontant la guerre et la douleur humaine, mais choisissant en parallèle une vie d'ombre, loin des fastes et des scandales. C'est précisément cette contradiction qui rend son histoire captivante. Elle n'est ni une star de télévision, ni une écrivain mondaine. Elle est une présence discrète et puissante. Une figure singulière dans le paysage médiatique français, admirée pour son courage, mais aussi redoutée pour son silence.
En janvier 2005, alors que la France s'apprête à tourner la page des fêtes de fin d'année, une nouvelle glaciale tombe. Florence Aubenas, envoyée spéciale du journal Libération, a disparu à Bagdad. Elle réalisait un reportage sur les conditions de vie de la population irakienne après la guerre. Accompagnée de son guide Hussein Hanoun al-Sadi, elle ne donne plus signe de vie. Très vite, les autorités confirment l'impensable. Florence a été enlevée. Ce n'est pas la première fois qu'un journaliste occidental est pris pour cible en Irak, mais l'impact en France est immédiat. Florence n'est pas seulement une reporter respectée, elle est aussi une figure familière pour tous ceux qui la lisent, une voix proche, humaine. La stupeur est générale, suivie d'une mobilisation sans précédent. Une cellule de crise est activée à l'Élysée, les rédactions se solidarisent, des intellectuels signent des tribunes, et même les écoles affichent sa photo. Chaque jour, à la radio, une phrase revient comme un mantra. Florence Aubenas est vivante, nous la retrouverons. Mais derrière cette mobilisation nationale, c'est le chaos. Aucun groupe ne revendique l'enlèvement, aucun message, aucune vidéo ne vient confirmer les conditions de détention. Les autorités tâtonnent, les diplomates multiplient les contacts dans l'ombre sans résultat. Pendant ce temps, la famille de Florence vit dans une angoisse silencieuse, évitant les médias, respectant cette pudeur que Florence a toujours exigée. Les semaines passent, puis les mois. 157 jours, une éternité. Pendant ce temps, les spéculations se multiplient. Des journalistes évoquent des pistes sunnites, chiites, mafieuses. D'autres insistent sur un éventuel message vidéo censuré par le gouvernement. Rien n'est confirmé. L'ombre s'épaissit autour de cette captivité. Et puis soudain, le 12 juin 2005, la nouvelle tombe. Florence Aubenas est libre. Elle est en route vers la France. Les images de son retour à l'aéroport militaire de Villacoublay sont bouleversantes. Amaigrie, pâle, le regard encore marqué par l'épreuve, elle s'avance, entourée de militaires et de ministres. Elle sourit brièvement, remercie la République, mais refuse d'entrer dans les détails. Aucun mot sur les ravisseurs, aucun récit héroïque, aucun larmoiement. Florence reste fidèle à elle-même, discrète, digne, presque mutique. Et c'est précisément ce silence qui déclenche une autre forme de drame. Les médias attendent un témoignage poignant, un livre, un plateau télé. Mais Florence ne dira rien, jamais. Ce refus est vécu comme une frustration pour certains, une trahison pour d'autres. Des rumeurs circulent. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène? Et si elle avait négocié son silence contre sa libération? L'humiliation médiatique prend forme. Certains chroniqueurs, jadis solidaires, se retournent contre elle. Elle devient suspecte malgré elle, victime 2 fois, d'un enlèvement, puis d'un doute public. Elle n'y répondra pas. Dans Le Monde, elle écrira plus tard cette phrase glaçante. « Il y a des choses qu'on n'a pas à raconter ». Cette déclaration n'est pas une esquive, c'est une frontière. Un mur de silence dressé pour préserver ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, et ce qu'elle ne veut ni revivre, ni monnayer. Elle refuse le rôle de la martyre, du témoin pleurant devant les caméras. Elle veut reprendre son métier, revenir au terrain, ne pas être réduite à 5 mois d'horreur. Mais ce silence, aussi digne soit-il, est perçu comme un défi. Certains politiques, ayant participé à sa libération, espéraient une reconnaissance publique. D'autres cherchaient à instrumentaliser son retour dans un climat de tension sur la politique étrangère française. Florence, sans les nommer, les renvoie tour dans l'ombre. Elle dit dans une interview « Certains ont voulu écrire mon histoire à ma place ». Ce refus de livrer sa douleur transforme Florence Aubenas en figure ambiguë. Héroïne pour les uns, provocatrice pour les autres. Ce paradoxe devient central. Elle incarne la vérité journalistique, mais nie au public la vérité sur elle-même. Et au cœur de ce paradoxe se niche la faille. Une blessure profonde, une colère rentrée, un refus obstiné de pardonner. À ses ravisseurs bien sûr, mais aussi aux manipulateurs, aux médias voyeurs, aux cyniques du pouvoir. À ceux qui, au lieu de la libérer, ont tenté de l'enfermer dans un récit qui n'était pas le sien. Après sa libération, Florence Aubenas aurait pu choisir le confort d'une vie protégée, d'une retraite bien méritée, d'un silence définitif. Mais, fidèle à son éthique, elle décide de revenir à son métier. Pourtant, tout a changé. Le monde extérieur continue de l'acclamer, mais elle perçoit différemment les regards. Certains sont sincères, d'autres soupçonneux. Une fracture invisible s'est créée entre elle et le monde médiatique. Elle reprend l'écriture, couvre des procès,
enquête sur la pauvreté, les prisons, les travailleurs précaires. Mais dans les conférences de rédaction, le climat n'est plus tout à fait le même. Certains collègues la traitent avec une forme de condescendance mêlée de fascination, comme si elle portait une légende qu'elle refuse d'assumer. Elle s'y heurte sans éclat, sans cri, mais avec une distance froide. La presse People, elle, n'a pas désarmé. Des articles évoquent la journaliste qui se cache, la femme qui refuse de raconter. Une rumeur persistante affirme que Florence aurait signé une clause de confidentialité lors de sa libération. On murmure qu'elle aurait été libérée en échange d'une rançon. D'autres insinuent que des négociations politiques secrètes auraient impliqué des concessions. Florence n'a jamais répondu à ces accusations. Elle se tait. Mais autour d'elle, certains parlent. Des diplomates évoquent des négociations complexes. Un conseiller de l'Élysée confie off-record que les silences sont parfois plus bruyants que les cris. Le doute s'installe. Elle reçoit une pluie de demandes d'interviews. France Télévisions, Canal+, RTL, tous veulent l'exclusivité. Elle les refuse, systématiquement. Elle accorde une seule interview télévisée, extrêmement courte, sur Arte, dans laquelle elle déclare « Je n'ai pas de récit à vendre ». Une phrase qui glace, et qui clôt le chapitre. Du moins pour elle. Mais pas pour les autres, car ce silence devient une arme à double tranchant. Les politiques s'en irritent. Certains, à droite comme à gauche, l'avaient défendue avec force. Ils espéraient qu'elle leur rende publiquement hommage. Elle ne le fera pas. Dans un papier publié dans Le Monde diplomatique, elle écrit même « Les otages ne sont pas des symboles, ce sont des humains ». Une phrase qui écarte toute récupération. Son livre « Le quai d'Ouistreham » paraît en 2010. Elle y raconte, sans pathos, son immersion dans le monde ouvrier. Mais derrière la finesse sociale du texte, certains lecteurs perçoivent une blessure, un besoin de redevenir invisible, de se fondre parmi les oubliés, d'effacer la notoriété non choisie. Des éditorialistes, mal à l'aise, questionnent son projet. Pourquoi une ex-otage s'humilie à récurer des toilettes ? Florence répond dans une conférence « Ce sont ces questions-là qui salissent le métier ». Une phrase tranchante qui marque une rupture définitive avec une certaine élite médiatique. Ses prises de position, bien que mesurées, deviennent plus claires. Elle critique la déshumanisation de l'information, la vitesse, la recherche du buzz. Elle devient membre de l'Observatoire international des prisons, soutient des associations de défense des droits sociaux, multiplie les conférences sur l'éthique journalistique, mais toujours à sa manière, sans micro, sans slogan, sans hashtag. Dans une interview rare, elle déclare « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années, mais les coupables ne s'excusent jamais ». Une phrase lourde. À qui s'adresse-t-elle ? Aux ravisseurs ? Aux manipulateurs médiatiques ? Aux figures politiques ? Elle ne précise pas, mais le ressentiment affleure. Un autre jour, interrogée sur sa captivité, elle lâche simplement « Mon guide Hussein était innocent. Il méritait mieux que ça ». Un hommage discret à l'homme enlevé avec elle, trop vite oublié par les médias. Là encore, elle dénonce sans accuser. Mais elle n'oublie rien. Florence Aubenas, dans ses silences, dans ses mots rares, laisse deviner une vérité. Le pardon n'a jamais été accordé. Elle a choisi de ne pas se venger, mais elle n'a pas effacé. Il a fallu attendre de nombreuses années avant que le voile ne commence, très timidement, à se soulever. En 2023, Florence Aubenas accepte une invitation confidentielle à Sciences Po, son ancienne école. Face à une petite assemblée d'étudiants en journalisme, elle parle enfin de son métier, de ses doutes, de ses limites. Elle ne revient pas directement sur son enlèvement, mais laisse entrevoir, à demi-mot, la violence psychologique subie. Pour la première fois, elle affirme « Ce que j'ai traversé m'a rendue plus humaine, mais aussi plus méfiante ». À la fin de cette intervention, un jeune homme se lève et lui demande si elle a réussi à pardonner. Un silence s'installe, très long. Puis elle dit simplement « Je ne sais pas. Peut-être un peu, peut-être jamais ». La salle ne respire plus. À cet instant, la carapace semble se fondre. Quelques mois plus tard, on apprend qu'elle est retournée en Irak, pas pour un reportage, pour revoir des familles qu'elle avait rencontrées autrefois, pour remercier discrètement ceux qui, selon elle, avaient œuvré dans l'ombre à sa libération. Aucun média ne la suit, aucune caméra, mais l'information circule et émeut profondément ceux qui la connaissent. Un diplomate français dira plus tard « Ce voyage était sa manière de solder les comptes à sa façon. Pas un pardon, pas une réconciliation,
une reconnaissance silencieuse. Ce geste, aussi discret soit-il, est perçu comme un tournant. Enfin, en 2024, Florence accepte que l'on adapte le quai de Ouistreham en pièce de théâtre. Sur scène, une actrice incarne une femme qui nettoie les chambres d'hôtel, invisible aux yeux du monde. À la fin de la représentation, Florence se lève dans la salle, les larmes aux yeux, et salue timidement. Ce soir-là, sans discours, sans mots, elle reçoit une ovation debout. Une reconnaissance collective, sincère, respectueuse. Rien n'est effacé. Rien n'est oublié. Mais peut-être, pour la première fois, un souffle de paix traverse son histoire. Et si ce n'était pas le pardon qu'elle cherchait, mais simplement le droit d'exister sans avoir à se justifier? Mesdames, messieurs, il existe des blessures qui ne saignent pas en public, mais qui brûlent, en silence. Florence Aubenas ne s'est jamais définie comme une victime. Elle n'a jamais demandé larmes ni applaudissements. Pourtant, derrière ses enquêtes exemplaires et son engagement discret, une faille demeure, celle d'une femme enlevée, jugée, instrumentalisée, puis abandonnée à son silence. Sa trajectoire aussi brillante qu'intime nous confronte à une question dérangeante. Dans un monde avide de récits héroïques, avons-nous encore la décence de respecter ceux qui choisissent de se taire? Chers téléspectateurs, le pardon est-il possible lorsque l'injustice vient de plusieurs directions à la fois, ennemis, médias, pouvoir? Et si, dans ce refus d'expliquer, de raconter, de céder au spectaculaire, se trouvait le plus grand acte de résistance? Florence Aubenas n'a pas écrit ses mémoires. Elle n'a pas offert de récit définitif. Mais son silence, lui, continue de parler. Il nous regarde. Il nous interroge. Il nous dérange. Mesdames, messieurs, au-delà des mots, certaines histoires ne réclament pas ni fin heureuse, ni revanche, seulement la dignité de rester debout.